parler de physiologie cellulaire. Et là, on va voir la fameuse cellule. Là, je ne vous l'ai pas mis encore parce que carrément, j'ai oublié. Mais je veux qu'à la fin de ces modules, vous me dessinez par vous-même. Je vais vous mettre faire une autre diapositive. Donc, je vais mettre à jour votre PDF sur votre espace étudiant, que vous l'avez comme demandé et vous l'avez comme j'ai promis en juillet, avant la formation à télécharger. Pour créer dessus, voilà, par-dessus, à côté, dessus, voilà. Je ne comprends rien au-dessus, dessus. Oh, je suis honnête, hein. Mais pas ça. Je ne comprends rien. Pour moi, c'est en haut, en bas. Hein. Voilà, vous l'avez dans votre espace étudiant, tout en bas du chapitre en question, qui a été divisé en physiologie cellulaire et en homéostasie. Donc, après avoir vu tous les organites, qui sont les composants de la cellule, je vous invite à dessiner par vous-même la cellule. Je veux que vous dessiniez, je fais ça en primaire, hein, mais je vous invite à le faire si vous n'avez pas fait une école scientifique. Dessinez chaque organite, chaque chose, comme ici. C'est les oh, purée. Oh purée, qu'est-ce qu'elle est à fond ce soir. Elle veut m'embêter. Vous allez souvent, depuis quelques temps, quand je fais des recherches sur PubMed, je ne vois que deux mentions des organites cellulaires. Donc, il y a un futur de cette dessin. Ça va vous donner des visions, ça va vous apprendre des choses, d'accord? Et ça va surtout vous donner des clés lors de vos futures lectures et recherches sur le site dit le Gold Standard, le PubMed, c'est le site de recherche scientifique médicale. Et depuis des années, je ne lis que des organites cellulaires comme la mitochondrie, comme le réticulum endoplasmique rugueux, la présence des ribosomes, par exemple, on va voir tout ça. Je ne vois que de problématiques de microtubules aussi, de lysosome, même ce n'est que pour contrôle insulinique, que pour de contrôle typique. Voilà, on va voir là, on va faire référence à tout au peroxysome même, pour la détoxification et tout ça, tout au long de la formation aux organites cellulaires. Dans cet schéma de structure cellulaire vu au microscope électronique, je vous invite à les faire en tenant compte d'une chose que là, c'est pas bien, parce que là, c'est la vue au microscope électronique coupée, voilà. Mais vous devrez juste dessiner la double couche phospholipidique, donc on parlera mardi prochain, qui a cette double couche phospholipidique. La membrane cellulaire, dont je ne parle pas trop aujourd'hui, on parlera mardi prochain, a une double couche phospholipidique. Donc, pour l'instant, faites une seule membrane, un truc simple, une ligne, mais vous saurez qu'à partir de mardi prochain, tout ce qui est membrane cellulaire, échange cellulaire, vous allez devoir revoir cette cellule et sa paroi, sa membrane, et la faire double pot, quoi, comme on fait. On va faire le double couche phospholipidique et on va tout savoir sur ces doubles couches phospholipidiques ultérieurement. Donc, passons à l'action. Oh, j'ai trop envie. Mais c'est extrêmement intéressant, je trouve. Après, c'est moi qui suis un peu geek, je ne sais pas quoi. Donc, la membrane plasmique donne la frontière de la cellule, les noyaux qui va contenir l'ADN, les cytoplasmes ici. Attendez, je me perturbe moi-même avec la caméra. Les cytoplasmes qui contient cytosol, d'accord? Cytoplasme, c'est imaginer un truc gélatineux qui contient du coup toutes les organites. Tout ça est contenu par les microtubules qui sont faits de protéines d'extension, d'élongation. Le cytosol,
qui est tout en une substance gélatineuse, un petit peu comme votre péritoine, qui soutient tous les organes viscéraux. Ah, l'intestin grêle, le côlon, l'estomac, tout. Voilà, le péritoine qui soutient les organes viscéraux, vos viscères, quoi, pour que ça il n'y a pas de descente d'organes. Donc, dès lors que, par exemple, là, une descente du côlon transverse, ça va toucher les organes. Si c'est une femme, les organes féminins, on peut même avoir de parties du côlon qui sont à travers le vagin, etc. Parce que il n'y a pas de conteneur. Et pareil, la cellule avait besoin de conteneurs, de contention à travers ces cytosols, ces microtubules, les centrioles aussi. Les centrioles, c'est encore autre chose. Voilà. Les noyaux qui contiennent l'ADN, des pores nucléaires, parce qu'il faut qu'il y ait aussi des échanges. La mitochondrie, donc on parle largement tout le long de la formation. Le peroxysome qui va jouer son rôle en détox. Les ribosomes libres, qui sont des petits points protidiques qui sont produits par le réticulum endoplasmique rugueux. D'accord, pour la synthèse protidique. L'appareil de Golgi, d'accord, on va voir un grand lien avec ça. Non, il est rugueux justement parce qu'il a les ribosomes. L'appareil de Golgi, on va voir les liens avec les ribosomes. L'endoplasmique, le réticulum endoplasmique lisse, il est lisse, donc il n'a pas de ribosomes. Les microfilaments, les microtubules, les centrioles aussi pour tout ce qui est reproduction. Après, le vésicule, voilà, sont des vésicules de transport. La membrane cellulaire qui, pour le coup, a une double couche phospholipidique et derrière, il y a aussi des microfilaments pour aussi aider, comme si c'était les squelettes aussi de la cellule. Mais on va voir plus en profondeur tout ça. Donc, rappelez-vous que les cellules feront des tissus, que les tissus feront des organes et que les organes feront des appareils ou des systèmes. Donc, tout ce qui est la membrane plasmique, on va parler plus loin dans cette formation, mais sachez, voilà, qui aussi permet des échanges, justement, de ce qu'on vient de parler, du liquide intracellulaire et du liquide extracellulaire. Les noyaux qui contiennent l'ADN, donc on va voir les deux constituants majeurs de l'intérieur des cellules qui sont du coup les noyaux et les cytoplasmes. Attention, qui contient aussi cytosol. Donc, les noyaux est typiquement, on va voir beaucoup plus volumineux du composant intracellulaire. On voit la taille qui prend les noyaux. Et normalement, il est situé au milieu de la cellule et entouré d'une membrane à 2 couches aussi. Pourquoi? Parce que les noyaux doivent être protégés. On doit protéger les noyaux. Donc, il sert aussi comme enveloppe nucléaire. Donc, les attaques, tout ce qui est, on va dire, voilà, c'est néfaste parce qu'il est là où il y a les contenus d'ADN, les contenus génétiques. Donc, il doit protéger ces contenus. Et tous les endommagements environnementaux qui peuvent subir par des substances environnementales, par exemple. Hein. Ça peut avoir autre chose, hein, mais qui vient dans ma tête. Hein. Et donc là, on voit aussi l'ADN. On peut parler aussi de l'ARN, ADN, l'acide désoxyribonucléique, si vous voulez vous compliquer la vie. L'acide ribonucléique, la ARN, on a parlé en vaccin ARN, etc. Il y a l'ARN messager qui porte les messages de l'ARN et aussi on a des messages et on a, parlant d'ADN, je fais une petite parenthèse, la mitochondrie a son propre ADN. Donc, on parle d'ADN mitochondrial ou d'ADN cellulaire. Et normalement, lorsqu'on fait une recherche scientifique, on va voir ADN MT pour la mitochondrie. On va différencier ces deux types d'ADN, car on dit que la mitochondrie, les petits organelles qu'on va voir avec les crêtes, etc., et ces doubles membranes, voilà le milieu
interne, externe, était autrefois une bactérie qui a fait symbiose pour nous aider à la production de la monnaie d'échange universelle que l'ATP, qui est la production d'énergie cellulaire. Il assure la respiration de la cellule, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ventile et la cellule respire. Donc, la mitochondrie assure la respiration cellulaire, du coup, les échanges d'oxydo, voilà, va aussi prévenir un trop d'oxydation, mais la mitochondrie a son propre ADN, qui est différent d'ADN du noyau et qui est même différent de l'ARN du noyau, d'accord? Et même, voilà, on va laisser à ça, je pense que ça va suffire. On a les cytosols ici. Et on voit que tout ce qui n'est pas occupé par des organites, il y a du cytosol. Donc, il est vraiment ces substances semi-liquides, sorte gélatineuses, parcourues par les réseaux de protéines qui forment les cytosquelettes. Et le cytosquelette est une autre partie du cytoplasme, justement, qu'on voit qui est tout un système interconnecté de fibres protéiques qui va s'étendre à travers tout le cytosol. Et celui-ci va, comme on dit, hein, les squelettes, voilà, on donne la forme, hein, et justement, donne la forme et la cellule va être responsable, c'est ce que je cherche, de ces différents mouvements. Et du coup, on a dans le cytoplasme, vous voyez les cytoplasmes et tout ça, hein, tac, on a combien d'organites? On a, on va parler du réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, de lysosome, le peroxysome et aussi la mitochondrie. D'accord? Mitochondrie, appareil réticulum endoplasmique rugueux, moi j'ai dit RE, RER, hein, c'est pas les RER, hein, c'est pas les trains. C'est vraiment, mais on l'a mis comme ça. REL, réticulum endoplasmique lisse, tout ça c'est après dans les diapositives d'après. Le peroxysome, ici en rouge, et les lysosomes qui sont du coup des petits conteneurs qui vont transporter aussi, un petit peu comme des vésicules. On va les voir tout de suite. Et donc, on va dire que chaque organite sont des sortes d'ateliers spécialisés. Chacune a un compartiment distinct qui contient un ensemble particulier de constituants responsables d'une fonction particulière aussi. Et sans mitochondrie, une cellule qui est remplie de mitochondries ne pourra pas vous procurer l'énergie nécessaire. Une cellule sans appareil de Golgi ne pourra pas vous procurer aussi suffisamment de protéines. Le réticulum endoplasmique rugueux ne pourra pas accueillir ces protéines. C'est pour ça qu'il est rugueux. Il a les ribosomes qui sont protéines. Etc. Donc, c'est comme dans une usine, voilà, il y a chaque membre de la ligne de production a son rôle. Et dans la cellule, c'est pareil. Et donc, on va voir, parlons un petit peu de ces réticulums endoplasmiques rugueux, le ribosome, qui sont attachés au rugueux, et l'hélice aussi. Donc, le rugueux a les ribosomes qui du coup, je vous ai dit, sont des petites protéines, donc certains sont destinés à être exportés hors de la cellule, notamment comme produit des sécrétions, je sais pas, je pense souvent aux hormones protidiques, par exemple. Les hormones protidiques, on va voir ça dans ces semaines prochaines ou encore cela d'après, sont produits sont dans des ribosomes, quoi.
Vous voyez que c'est extrêmement important de connaître les organites de la cellule. Ce sont des protéines qui deviennent des hormones, d'accord, des hormones protidiques. D'autres protéines sont transportées à l'intérieur de la cellule pour faire de membranes plasmiques, de membranes de mitochondries, des membranes d'autres organites aussi. La membrane du réticulum endoplasmique, elle est composée aussi des enzymes qui sont nécessaires à la synthèse plutôt de la plupart des lipides nécessaires à la formation des membranes. Donc, on va voir que si on n'a pas un bon échange, une bonne fluidité membranaire, ça peut venir du coup de réticulum endoplasmique. Pour ça, je dis, toutes les recherches que je lis, PubMed aujourd'hui ne parlent que de mitochondries, que d'appareils de Golgi, que des ribosomes, que de réticulum endoplasmique, parce qu'on a trouvé d'autres fonctions, donc je n'ai même pas étudié à la fac. Donc, tout ce que je vous l'ai dit, je trouve super intéressant. Donc, on a les lipides, on a les hormones protidiques, qu'on va voir aussi comment elles sont transportées dans un autre module. Et aussi, le réticulum endoplasmique va assurer la séparation des protéines du cytosol, donc, qui sont produits par les ribosomes, hein, et qui sont destinées à être exportées en dehors de la cellule pour de nouveaux constituants cellulaires. Voilà, le qui me vient à la tête, mais bon, ça j'ai ça. L'hélice, vous voyez, l'hélice, du coup, il n'a pas de petits ribosomes synthétisent des protéines. Il n'a pas. Donc, il n'intervient donc pas dans la synthèse des protéines. Et on le voit plutôt ici. Donc, les rugueux avec les ribosomes, des petits sacs. L'hélice, hélice, du coup. Et on voit la rugosité ici à travers cette photo microscopique. Et là, la différence de rugueux à lisse hein, dans la micrographie électronique ici. Et on va dire que l'hélice sert à faire comme un lieu de conditionnement et d'expédition de molécules qui sont censées de partir le réticulum endoplasmique. Voilà, une sorte de conditionnement, une sorte un petit peu de passage. L'un fait la synthèse, la protéine, et l'autre l'expédie là où il en faut. Donc, on voit bien la vésicule des conteneurs, hein, le sac, voilà, aussi qui sont là. Et je pense vous avoir écrit tout ça ici. L'appareil des Golgi, pour ceux qui ne se rappellent pas, voilà, c'est ici l'appareil des Golgi. Il va transformer des produits bruts en produit fini. D'accord, c'est-à-dire que les protéines à l'état brut prennent leur configuration, parce qu'on sait que les protéines sont de molécules quaternaires, c'est-à-dire ils sont en 4D, quoi. D'accord, ils sont des molécules quaternaires, on va dire, et c'est ça, ils vont être configurés là-bas, ils ont leur forme grâce à la présence de l'appareil des Golgi. Et il va aussi faire les tri et l'adressage de produits finis. L'adressage de produits finis vers leur destination finale, c'est-à-dire ce complexe des Golgi va accomplir les tri et la séparation de différents produits tels que ceux qui seront sécrétés à l'extérieur de la cellule ou ceux qui sont utilisés pour la formation de nouvelles membranes.
Donc, rien à voir. Bon, donc, du coup, on va dire que l'appareil des Golgi va donner le protéines qui sont aussi au niveau, on va les voir, on va les voir là tout de suite. Je pense que je vous ai mis l'image ici. Voilà. Donc, les réticulums endoplasmiques rugueux qui synthétisent les protéines sécrétées vers l'extérieur et celles qui doivent être incorporées à l'intérieur de la membrane. Après, le lys va les emballer. Donc, on a les 1 ici. Le 2, le réticulum endoplasmique lisse avec ce vésicule de transport va les emballer et les déplacer vers le complexe de Golgi, qui va donner enfin à ces protéines la forme quaternaire nécessaire, va les éliminer avec le vésicule de sécrétion. Et par la sécrétion, on appelle une exocytose. Je vais vous parler tout à l'heure de ça, quand on va faire appel à ces mots après, le long de la formation, je veux dire, où vont être stockés dans des lysosomes, selon les types de protéines aussi. Et ces lysosomes sont aussi sécrétés par les complexes des Golgi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, du coup, c'est l'appareil des Golgi qui fait ses propres vésicules de sécrétion. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a la petite extension là qui devient vésicule de sécrétion que par exocytose passe à travers la membrane, serrant à la membrane plasmique et déverse les protéines nécessaires. Autrement, on fait en forme de lysosome, du déstockage quand ce n'est pas destiné à être sécrété tout de suite. Ou les protéines doivent rester à l'intérieur. Donc, vous voyez que les produits sécrétés par l'appareil des Golgi ne rentrent jamais en contact avec les cytosols. Hein. Donc, vous voyez, c'est soit un vésicule de sécrétion pour être sécrété par la membrane, pour être en contact avec la double, là, on voit bien la double couche, 1 et 2. Phospholipidiques sont sécrétés par un processus qu'on appelle exocytose, après les endocytose, pinocytose et phagocytose, on va voir ça, et les lysosomes, qui vous voyez, va s'auto-fermer, va se fermer pour après laisser à l'intérieur les contenus. Et donc, cette exocytose signifie exo qui signifie dehors et cyto qui signifie cellule. Donc, en dehors, on verse en dehors de la cellule. D'accord, vous voyez l'importance de tous les problèmes de protéines, des hormones, etc. vont être en lien, pourraient être en lien avec soit l'appareil des Golgi, les vésicules, les lysosomes, les réticulums endoplasmiques rugueux, lisse, ou les instructions pour la production des protéines qui sortent du noyau. Après, chacun soit à voir. Donc, vous voyez la complexité de notre système. Je pense que tout endocrinologue a oublié ça. Tout ce qui est hormones protidiques et tout ça. Il a oublié. Il a oublié que tout cela se passe là. On va voir aussi je vais arriver. On voit bien l'appareil des Golgi dans ces schémas et photographies au microscope électronique. Et tous ces sacs, vous voyez bien comment il est constitué des sacs. Du coup, se ferme, et c'est bon, ce vésicule qui contient les produits finis, soit pour mettre en dehors de la cellule, soit pour laisser dedans, avec les lysosomes ou les vésicules. Les peroxysomes sont ainsi très intéressants d'en discuter, car ils sont la clé de la détoxification. D'accord, le peroxysome, qu'on voit ici en rouge, va produire de peroxyde d'hydrogène qui est déjà étudié en cette académie et qui fait ses modules, va dire, ah, les fichus peroxyde d'hydrogène, qui n'est rien d'autre que quoi? Que l'eau oxygénée. Vous détestez ça, je vous demandais d'où vient l'eau oxygénée produit
pour éviter une réaction de Fenton. Vous aurez peut-être ces questions lors de l'examination finale. Qui produit le peroxyde d'hydrogène? Voilà, pour éviter la production des radicales hydroxyle, pour que ce peroxyde d'hydrogène se convertisse en eau. Bon, du coup, vous connaissez maintenant la réponse, c'est les fichus peroxysomes, qui a pour but aussi de dégrader les molécules potentiellement toxiques. Donc, peroxyde aussi, ça réfère au peroxyde d'hydrogène. Hein, et tout ce qui est va s'occuper aussi de... vous voyez que le peroxysome, je vais vous montrer ici, c'est mélangé là, il y a deux enzymes. C'est aussi un petit conteneur, hein, comme les lysosomes. Hein, on voit aussi les enzymes qui fonctionnent dans l'eau. Et ici, les enzymes oxydatifs, d'accord, du peroxysome. On le voit bien, la différence de peroxysome et lysosome en microscopie électronique, hein, ça se voit bien. Mais les enzymes oxydantes vont utiliser l'oxygène pour enlever l'hydrogène de molécules particulières. Donc, c'est super important de les savoir pour assurer la détoxification des déchets cellulaires ou même aussi des substances étrangères hein, qui rentrent dans la cellule, comme, je ne sais pas, l'éthanol, où elles sont alcoolisées, etc. Donc, les peroxysomes sont super importants pour toute personne pour toute cellule qui doit détoxifier ses déchets. Et je vous disais tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de ce processus d'élimination, un exocytose ici. On le voit à nouveau ici. D'accord, on a la membrane plasmique, le vésicule de sécrétion et l'élimination de contenu, mais pas du vésicule. Du coup, la vésicule ne rentre pas là. De contenu, parce qu'il fusionne avec la membrane plasmique et libère son contenu à l'extérieur. Exo, c'est extérieur, comme externe, c'est ça. Et du coup, la membrane de la vésicule de sécrétion devient une partie de la membrane plasmique. On le voit là. Mais il ne sort pas. Le vésicule ne sort pas. Attention, là, on voit bien la double membrane phospholipidique avec les phospholipides, avec des acides gras saturés, polyinsaturés, ça on verra plus tard. Protéines, glycoprotéines, etc. On va voir bien les contenus de ces membranes. Par contre, l'endocytose est à l'inverse. L'endo, c'est qui rentre, du coup, de matériaux qui proviennent de l'extérieur, sont enfermés par une invagination de la membrane. Donc, quand ça fait comme ça fait ces mouvements-là, on appelle des invaginations. D'accord? On dit aussi que la mitochondrie a plein de crête, des invaginations, etc. C'est qui forme une petite poche et hop, mon curseur, voilà, une petite poche qui se détache pour former un vésicule d'endocytose. Donc, deux choses différentes. Les poches d'endocytose en formation ici, jusqu'au vésicule. Et c'est comme ça qu'on va voir plein de choses passer au niveau de notre corps. Vésicule de sécrétion de glucose, ça fait pareil. Ça fait exactement pareil. Par exemple, ce qui vient en ma tête. On a vu que c'est cytose, endocytose, voyons pinocytose, endocytose médiée, phagocytose. Oh, purée, ça finit quand? À bientôt, ne vous inquiétez pas. La pinocytose, c'est un autre processus de transport membranaire, on va dire. Et du coup, là, les molécules d'eau et les solutés, donc c'est-à-dire les solutés sont les substances qui ont été solubilisées dans l'eau. On appelle les solutés, c'est ce qui était dilué dans l'eau, qui sont situés en dehors de cette membrane. D'accord? On voit les liquides extracellulaires, ceux qu'on vient de nommer, hein, vous voyez comment tout rentre en l'ordre, les cytosols et la membrane, la double membrane plasmique. Il y a une petite poche qui se forme, s'approfondit, fermant les molécules d'eau, mais aussi les solutés. Et du coup, la poche se détache de ces membranes et forme une vésicule qui contient aussi
une fraction du coup de quoi? De liquide extracellulaire. D'accord? Là, il y a du liquide. Dans la pinocytose, il y a du liquide. Exocytose, endocytose, on n'avait pas dit qu'il y avait du liquide. L'endocytose médiée, du coup, il est un médiateur. Quand je dis médiateur, voilà, je pense aussi autre chose. Peut-être je l'ai mis ou pas. C'est médié par un récepteur, pour le coup. Du coup, cette endocytose, s'il y a un processus biochimique, physiologique qui doit dépendre d'une endocytose médiée par un récepteur, déjà, on voit que la membrane doit être hyper balèze. Parce que là, j'ai les récepteurs. Et si j'ai une membrane plasmique est trop rigide, par trop de cholestérol, par des statines, par manque des acides gras polyinsaturés, oméga 3, trop d'oméga 6, trop peu d'oméga 3. Du coup, ces récepteurs-là vont être inutilisés. Bah, rien ne me dit, quoi. Les récepteurs, il n'a rien à foutre. Il est trop étroit dans ses membranes. Pour ceux qui me connaissent, l'année dernière, ma machine, elle avait fait de bêtises et non, m'a rétréci, je ne sais pas combien de pulls en laine qui ne rentrent même pas à mon fils de 6 ans. Et donc, vous voyez la ridiculité qui m'est arrivée. J'ai dit, mais tiens, Andrea, malgré cette difficulté, prends une analogie pour tes étudiants. Et j'ai fait de ces mal-être. Je venais d'acheter des jolis pulls en laine que je ne sais plus, j'achète cachemire. J'ai fait de cette mauvaise expérience une super analogie pour vous. La membrane plasmique trop étroite, trop mauvaise condition par carence d'oméga 3, trop d'oméga 6, trop d'inflammation, on va les voir plus tard. Et ces pulls trop étroits. Je ne rentre pas, je me sens à l'étroit, je ne peux pas mettre mes bras, je ne peux pas bouger. Oui, peut-être je rentre, je passe la tête tout, mais mes bras, je suis un peu momifiée dedans, à l'intérieur de cette pulle. Les récepteurs plasmiques peuvent être dans la même condition. Et du coup, voilà, vous voyez que la molécule ciblée ne va pas être reconnue, ne peut pas même s'accrocher, peut-être ces membranes plasmiques trop rigides va même changer la forme du récepteur, va empêcher cette fluidité et cette accroche de la molécule ciblée. Mais dans un monde idéal, dont la membrane marche super bien parce qu'il n'y a pas trop d'oméga 6, l'acide araginodique, il n'y en a pas trop. On va voir tout ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va dire que la membrane n'est pas trop rigide. On arrive à former une poche d'endocytose qui, du coup, va se détacher, contenant quoi? Les récepteurs, la molécule ciblée. Voilà, voilà, voilà. Et la phagocytose, donc on parle très, très, très vastement tout au long de la formation. Ce n'est que la phagocytose. On va phagocyter, on va engulfer. La phagocytose, c'est le processus d'engulfer. C'est ce que doit être dégluti par un phagocyte, c'est-à-dire notamment un macrophage. Voilà. Donc, on a ces pseudopodes, on a la proie. Ces pseudopodes, du coup, referment la proie. Et encore un vésicule d'endocytose. Lorsque la proie est enfermée dans une vésicule d'endocytose qui s'enfonce dans le cytoplasme, les lysosomes, pour le coup, qu'est-ce qu'ils avaient les lysosomes? Je me rappelle. Vous avez été réveillé, vous dormez, vous avez des frissons, vous avez la laine sur vous, vous m'avez entendu? Les lysosomes contenaient quoi? Les enzymes. Du coup, on a besoin des enzymes, pourquoi? Pour nettoyer, pour blanchir et aussi pour finir avec la proie. Donc, ils vont dégrader les matériels à l'intérieur. On a besoin des enzymes, la digestion pour accélérer la digestion. Du coup, le lysosome qui contient des enzymes va digérer et finir avec ses proies. Et très souvent, quand je fais ma microscopie, je vois ça à l'intérieur du macrophage. Ah, c'est génial. On voit bien tout ce qui se passe, la proie qui est à l'intérieur. Ah, c'est chouette. Donc, retenez-vous bien, phagocyte, pseudopode, proie engolfée, vésicule et lysosome qui va par exocytose lancer ces enzymes pour déglutir les vésicules formées. Et je pense qu'on finit avec la mitochondrie, ces petites bactéries qui a fait symbiose dans notre cellule pour nous donner l'énergie. Autrement, si on devait vivre sans mitochondrie,
on devrait manger je ne sais pas combien de kilos de nourriture que pour s'élever du lit. On serait complètement encore plus incapable que l'on est aujourd'hui. Donc, la mitochondrie, on la voit là, en jaune, et comme ça, on a les protéines du système de transport, là, l'espace intermembranaire, l'espace interne, la matrice et la membrane externe. Comme je vous ai dit, il y a aussi double membrane, il y a les crêtes mitochondriales, qui ne sont que ça, c'est sans vagination antérieure, on appelle des crêtes sans vagination, où se passe la phosphorylation oxydative. Voilà à quoi ça sert. C'est-à-dire, on convertit une molécule qui s'appelle adénosine diphosphate avec magnésium et phosphate pour donner adénosine triphosphate. On ajoute un groupement phosphate. Alors, 2 plus 1 fait 3. Allez, les gars, vous pouvez faire adénosine triphosphate. Voilà, 2 plus 1 font 3. Pareil, un phosphate ajouté à 2 phosphates font 3 phosphates. Ne vous inquiétez pas, c'est adénosine triphosphate, c'est tout simple. Toute personne qui dit phosphate doit penser au magnésium. C'est pour ça que on dit le magnésium nous procure l'énergie. Oui et non. Le magnésium améliore le fonctionnement mitochondrial qui, par conséquence, veut que la mitochondrie puisse convertir 2 molécules d'adénosine du phosphate, une molécule d'adénosine et 2 du phosphate, qui ajoute un phosphate et qui fasse de l'ATP, qui est la monnaie d'échange. Donc, du coup, le magnésium assure le bon fonctionnement mitochondrial pour la création de la monnaie d'échange, qui est l'adénosine triphosphate, autrement connue comme ATP. Et dès lors que vous voyez phosphate, pensez au magnésium. Dès lors que vous voyez transporteur, pensez au magnésium. Tout le long de la formation, je parle d'une protéine de transport. Ah, j'ai une protéine, mais du coup, je n'ai pas de magnésium. La protéine n'a rien à foutre, elle ne peut pas travailler. Dès que j'ai une mitochondrie sans magnésium, elle est incapable ou moins capable de produire l'énergie. Dès que j'ai 2 phosphates et une molécule d'adénosine, j'ai du phosphate quand même, mais je n'ai pas de magnésium, je ne peux pas me procurer ces molécules d'ATP dans lesquelles je vous parle et je vous parlerai et matraquerai pendant 12 à 20 mois, le long de votre formation. La mitochondrie fait aussi quoi? La lyse du glucose. Parce que le glucose ne peut pas rentrer comme ça dans la cellule. Il ne peut pas rentrer comme ça. Il doit devenir pyruvate. Du coup, on fait une lyse de 6 étapes de glucose, au moins. Elle va assurer la respiration cellulaire, les cycles de Krebs et la phosphorylation oxydative. Ne vous inquiétez pas, tout ça, on le voit tout le long du niveau 1. Je vous introduis au concept pour que quand j'irai à fond dans les modules, vous direz, de quoi elle parle, elle est dedans, hein, je n'en peux plus, je vous en larguer, mais carrément. Voilà, comme ça, vous auriez déjà ces connaissances. Et oui, je vais à fond parce que je suis très passionnée de mon métier. Donc, en gros, c'est ce que je viens de dire est aussi dans ces petites jolies images. Le cycle de Krebs, aussi connu comme l'acide acide citrique, comme le cycle, voilà, comme le cycle acide citrique, c'est M. Krebs qui l'a créé. Il n'a pas mis son nom au cycle de pipi, au cycle de l'urée. Il n'a pas voulu, hein, c'était pas très intéressant, hein, pas très glamour. Et suite au cycle de l'urée, il a trouvé le cycle de l'acide citrique, duquel il a nommé, il a mis son nom dessus parce qu'il a dit, ah, je suis balèze, je suis vraiment trop fort à trouver ce cycle de l'acide citrique qui procure de ces électrons suffisants transportés par la vitamine B3 ou la niacine par le NADH et la vitamine B2 qui est cofacteur de la FADH. Pourquoi? Pour procurer l'ATP. Avant, imaginez-vous donc la glycolyse, la lyse, c'est-à-dire la rupture de glucose par l'eau, n'assure que 2 molécules d'ATP. Les cycles de Krebs, c'est pas mieux, hein. Tandis que la phosphorylation oxydative, là, elle est hyper balèze. Elle procure 28 atomes d'ATP. Donc, vous voyez que nos mitochondries doivent être hyper balèzes pour que nos cellules respirent, pour que nous avions l'énergie pour ventiler.
exhaler, inspirer et exhaler. Donc, on nomme erronément respiration. L'homme ventile, les cellules respirent. Et donc, voilà, les 10 étapes, voilà, je veux dire, voilà, les 10 étapes de glycolyse pour donner les fameux pyruvates qui va rentrer vers les cycles du crêpe ou de l'acide citrique vers une molécule qui s'appelle l'acétate. Je donne juste ces notions de base, on verra ces processus en profondeur lors du pilier mitochondrien. Et donc, vous voyez que voilà, si carbone, un rendement de 2 ATP, ce n'est pas très efficace. Les cycles de Krebs, du coup, on a fait la glycolyse, on a procuré du pyruvate, et grâce à une vitamine, la vitamine B1 et l'acide alpha-lipoïque, donc on va voir plus tard dans la formation, procure que l'enzyme pyruvate déshydrogénase et carboxylase puisse rentrer dans ces cycles de l'acide citrique, produire de NADH et FADH, donc le cofacteur de la NAD et la vitamine B3, le cofacteur de la FA2, c'est la B2. Et comme ça, on peut procurer encore une énergie plus balèze avec la phosphorylation oxydative qui s'est fait, vous voyez, dans la membrane mitochondriale interne. Et tout cela n'est pas le but de ces modules. On verra plus en profondeur après, sinon on a encore pour 3 heures d'information que pour que je vous décrive cette jolie image. Retenez juste que le but de ces phosphorylations oxydatives, donc on va phosphoryler avec des enzymes, hein, de kinase notamment, phosphoryle, et on doit transporter ces électrons chauds. D'accord? Là, on dit que les cycles de Krebs, ça crée des électrons chauds. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent tomber et produire des radicaux libres. Et les radicaux libres sont très nocifs pour la mitochondrie, voire tuent les ADN mitochondrial. Vous voyez pourquoi on doit vraiment se débarrasser, c'est comme un plat chaud, quoi. Allez, hop, 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 hop. Je passe une assiette à l'autre. Hop, je la passe, je la tiens pas dans ma main parce que ça me brûle. Et du coup, ces complexes ici qui sont long de la membrane mitochondriale sert justement à réduire la chaleur de ces électrons. Donc, du coup, on va faire passer des électrons dans l'espace intermembranaire et dès lors qu'il y a trop d'électrons dans cet espace intermembranaire, ils vont rentrer petit à petit, un par un, sur cet système qui s'appelle ATP synthétase ou ATP synthase, on va la voir la semaine prochaine, qui va tourner comme un petit moulin, production quoi. C'est ce que je viens de vous dire, ADP plus un groupe en phosphate, du coup, cette enzyme ne fonctionne qu'en présence de magnésium. Comment je sais qu'il s'agit d'une enzyme? Parce que finit par AS. Toutes les AS sont des enzymes. Toutes les OS ont des sucres. Et donc là, je n'ai pas besoin de connaître plus. Je ne connais pas la ATP synthase. Je n'ai rien à foutre. Je sais qu'il finit par AS et je sais donc que c'est une enzyme qui fonctionne grâce au magnésium parce que provoque un groupe en phosphate et me donne l'énergie. Voilà toutes les déductions, je sais, en regardant ça parce que je connais mes bases. Donc, quand on vous viendra de consultants fatigués, ils peuvent avoir ces processus compléments déréglés. Ils peuvent aussi ne pas avoir acide alpha-lipoïque ou vitamine B1. Ils peuvent aussi ne pas faire une bonne glycolyse. Donc, vous voyez tous les liens que vous devez avoir dans les réflexions, les hypothèses que vous devez faire dans votre tête dès lors que vous êtes au cabinet. Donc, on voit les côtés théoriques, mais on va voir par la suite, dans le module suivant, la pratique. Parce que sinon, écoutez, hein, ça ne sert à rien. Oui, je me souviens à la fac, mon dernier examen, c'était physiologie nutritionnelle, biochimie nutritionnelle. Voilà. J'ai régurgité comme une monosynaptique, comme la meilleure de monosynaptiques, les cycles des Krebs. Comme je suis sortie, j'ai tout oublié.
Pourquoi? Parce que je l'avais mal appris, ils me l'ont mal appris, ils m'ont pas donné l'intérêt au cabinet. Ils m'ont pas donné l'intérêt que j'avais d'apprendre ça au cabinet. Sinon, j'aurais mis peut-être j'aurais mis beaucoup plus d'attention. Bon, j'ai passé mes examens, voilà, super, mention, honneur, machin, je m'en fous, mais pour moi, j'étais une hypocrite. Je suis sortie de l'examen sans ayant tout oublié du cycle des grèves. Ne parlons pas de ce machin, voilà. Donc, lors de de mes actualisations, même pas dernières, de mes actualisations de formation continue, je pu mieux comprendre. Hein, c'est pour ça que c'est important de se former en continu, même si vous avez déjà une attestation de diplôme, de machin, de machin. Continuez à vous former. L'égocentrisme, c'est la pire, c'est votre ennemi et c'est l'ennemi de votre cabinet. De se croire, c'est la pété, je sors d'une école, voilà, 1200 heures. Je dis 1500 heures de merde, c'est la merde. Hein. Voilà, même, peu importe, les fameuses 1200 heures, machin, mais vous n'avez pas appris les bases. Et vous la pétez comme si vous étiez je sauve le monde. Or que le monde n'est pas un égocentrique. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et surtout pas vos futurs consultants. Vos futurs consultants veulent des résultats. Que vous croyez que ce soit, mais vous ne connaissez pas les bases, ils partiront, ils ne vont pas vous donner l'heure et ils ne vont pas parler de vous remplissant votre cabinet. Vous savez par la suite de cette diapositive, si vous êtes étudiant, si vous êtes des passages, vous ne l'aurez pas. Mais si vous êtes étudiant, vous allez avoir cette diapositive avec toutes les étapes de la chaîne de phosphorylation oxydative qui pourraient être de super intérêt lors du pilier mitochondrial si vous êtes en révision d'examen. Prenez-le, vous aurez 2 questions par rapport à ça. Une autre petite diapositive pour pour résumer la production d'adénosine triphosphate, la monnaie d'échange, de l'oxydation complète à une molécule de glucose formant les fameuses 32 molécules d'ATP. Voilà. Et bon, après, on parle à molle et machin. Je ne veux pas vous ennuyer avec tout ça. Je pense que on va aller plus on va aller plus dedans, mais pas dans ce module-là. C'est déjà assez complexe. J'arrête à la partie mitochondriale. Mais sachez que aussi, on a la production d'énergie, autre que mitochondriale, peut évidemment venir d'oxydation alimentaire, hein, les contacts de l'aliment consommé avec l'oxygène, et qui va libérer aussi sous forme de chaleur pour pouvoir donc courir. Et cette chaleur aussi va être éliminée, évidemment aussi par la transpiration lorsqu'on court, par exemple, ou juste ces chaleurs en temps d'hiver, il fait en montagne aujourd'hui, donc un petit peu froid, étant ainsi, voilà. Je vais utiliser cette chaleur partielle pour maintenir la température de mon corps, malgré que j'ai mes pieds froids, parce que je ne peux rien en ces moments. Voilà. Vous voyez comment on peut faire les liens avec plein de choses. Ou on peut faire une libération super explosive sous forme de chaleur. Ça, c'est normalement quand on va avoir une oxydation incontrôlée des aliments hors de l'organisme. Et voilà. Là, on peut aussi produire de l'énergie de façon anaérobique ou de façon aérobique. La seule chose que je veux vous dire, qu'en anaérobie, on n'a pas d'oxygène disponible, donc on va produire du lactate. Et lorsque on fait cette glycolyse à travers l'oxygène, utilisant l'oxygène, on rentre du coup à ce fameux cycle de l'acide citrique, phosphorylation oxydative, parce qu'il y a de l'oxygène disponible. Mais attention, quand il y a de l'oxygène disponible, il y a plus de risques d'oxyder, c'est tout. Et je vous rappelle que l'oxydation est pro-oxydante, que l'inflammation, l'oxydation est pro-inflammatoire, que l'oxydation pro-inflammatoire, que l'inflammation est pro-oxydante, et que toutes les deux, que ce soit l'inflammation, que ce soit l'oxydation, vont tuer la mitochondrie, vont aussi rigidifier les membranes cellulaires, vont aussi provoquer plein d'autres dégâts qu'on verra tout le long de la formation. Donc, vous voyez,
quand même que c'est important d'avoir d'oxygène disponible, pas trop, pas en surplus, juste l'oxygène nécessaire à cette phosphorylation oxydative pour aussi produire l'ATP nécessaire. Je vous mets un petit article pour en savoir plus sur l'exercice aérobique et anaérobique, pour ceux qui s'intéressent, même si les côtés sportifs, on ne fait qu'au niveau 2. Donc, je vous mets de petits points sur la production d'énergie à travers la mitochondrie, qu'elle fait la synthèse de nouveaux composés chimiques par les réticulums endoplasmiques, transport membranaire et fait aussi un travail mécanique. Ça, c'est plutôt pour l'énergie. Hein. Ah oui, c'est l'énergie va servir du coup à la synthèse. Je suis en train de lire, le titre ne colle pas. Donc, l'ATP va servir à la synthèse de nouveaux composés chimiques. Transport membranaire, qui dit transport, je vous ai dit tout à l'heure, il a besoin d'énergie, du coup aussi de magnésium. Et pour effectuer les travaux mécaniques comme la contraction du cœur, pomper le sang, bouger les muscles squelettiques, etc. Pour finir avec, il nous manque très très peu. Donc, on parle de cytosol, c'est tissu, va réguler enzymatiquement le métabolisme, va faire la synthèse protéique au niveau du ribosome, va stocker les graisses, les hydrates de carbone, autrement connus par vous comme glucides, et les vésicules de sécrétion. Et dans le stockage des graisses, on trouve les tissus adipeux et les glycogènes. Donc, on voit les dépôts de glycogène ici, une cellule hépatique et les adipocytes, comme on voit les noyaux tout à fait de couleurs différentes. Et on voit bien comme une gouttelette de graisse ici occupe presque entièrement les cytosols de chaque cellule. On voit que les glycogènes, c'est le point de stockage au niveau du foie, le sucre au niveau du foie. Donc, on a 1 kilo de glycogène stocké. Ah non, 5 grammes. Voilà. Pas beaucoup. On voit le squelette et les muscles les muscles de la cellule, qui est le cytosquelette. Donc, on a les microtubules, les microfilaments, donc fait partie, et la kératine, qui est un type de filament intermédiaire. Tout ça, on trouve dans les cytosquelettes qu'on a vu dans la présentation schématique de la cellule tout à l'heure. On voit aussi les microtubules, hein, comment ils sont des longs tubes creux aussi, qui sont formés par différents, vous voyez le dessus unité, hein, de tubuline. Ça s'appelle des microtubules, il y a la tubuline à l'intérieur, le filament intermédiaire, le 2 gènes d'actine ici, de microfilament, l'actine, voilà, protéines, et la gène de polypeptide, beaucoup de protéines à l'intérieur, qui est la kératine. C'est pour ça qu'il tient aussi le rides. Ah, la kératine, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de protéines qui tiennent ces tissus, du coup les tissus de la peau. Chacun a son rôle, hein, évidemment. L'actine va en trouver au niveau du muscle, l'actine, la mucine, les microtubules ont d'autres fonctions. Et voilà les cytosquelettes, qui est les squelettes et les muscles de la cellule. Vous avez un tableau récapitulatif de le composant cytoplasmique, sa structure et ses structures et ses fonctions. Comme ça vous donne toutes ces informations dans un joli tableau. Et je voudrais presque finir avec cet transport axonal dans les axones. D'accord, ceci, c'est une cellule nerveuse. Donc, on a les noyaux et l'autoroute, voilà, microtubulaire.
Et ça, c'est souvent nécessaire de comprendre pour les piliers de neurotransmetteurs, endocrines, voilà, tout ce qui est hormonal, la neurotransmission, par exemple. D'accord? Donc, on va avoir de vésicules de sécrétion ici, qui sont transportées depuis les sites de production, qui vont être transportés là. On voit le vésicule de production, là, ça produit le complexe des Golgi, suite qui ont été reçus par ce qu'il envoie, qui était le réticulum endoplasmique lisse, qui a reçu les protéines de réticulum endoplasmique rugueux, dont il a eu l'information du noyau de produire ces protéines. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, on a ces vésicules qui va passer par cette autoroute microtubulaire qui se trouve dans l'axone. L'axone sert à transporter, d'accord? Mais du coup, il a ces vésicules de sécrétion. Là, le vésicule va se rapprocher de la membrane, va sécréter la sérotonine, par exemple, qui va toucher l'autre axone parce que du coup, se retrouve un axon, là, c'est la fente présynaptique et on va à la fente postsynaptique après. Ne vous inquiétez pas, ça c'est pour ceux qui ont fait la formation déjà ou pour ceux qui sont en train de la faire, connaîtront aussi cette fente présynaptique et postsynaptique après parce que du coup, il y a un autre axon là qui est au côté, qui va recevoir cette sécrétion de sérotonine qui doit être recapturée par la fente postsynaptique et tout ce qui n'a pas été accepté, parce que du coup, par être au contrôle négatif, à nouveau, un mot qu'on vient d'apprendre, va dire non, non, je n'ai plus besoin. Et donc, il va revenir aussi par des vésicules à l'intérieur de l'axone. Il va être remis en état d'attente lorsque le manque de sérotonine est là. Parce que si la sérotonine reste trop ici, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner un récapteur, un antidépresseur, un SSRI, voilà, un récapteur de la sérotonine. Justement parce qu'il y a trop de sérotonine dans cette fente, parce que soit l'autre neurone ne l'a pas accepté, soit parce qu'il n'a pas pu être récapturé et rentré par un manque de fluidité membranaire, par manque de lysosome, de lysosome dans des vésicules, je veux dire, etc. Vous voyez comment un corps, c'est, et du coup, je n'ai pas dit la chose la plus importante, c'était le microtubule qui assure quoi? De transporter cette vésicule de sécrétion. Et du coup, c'est comme s'il sautait, on va voir lors du pilier neuronal, on va voir comment ces microtubules font comme du pied, ils sautent d'une molécule de tubuline à l'autre. Donc, c'est très, très intéressant ces transports microtubulaires qui, du coup, fait que cette information passe d'un côté à l'autre. Encore un autre exemple très important pour comprendre, pour dire, voilà, ce qui se passe, cette personne ne produit pas sérotonine, il n'y a pas de sécrétion, la membrane est trop rigide ici, il n'y a pas de récapture, c'est les noyaux qui déconnent parce que la mitochondrie a des endommagements de noyaux, des contenus mitochondrial de par une exposition à la radiation, de par une exposition au Roundup. Est-ce que c'est le réticulum endoplasmique rugueux que fait par son boulot, et normalement on parle souvent de lui. Est-ce que le réticulum lisse ne faut rien, n'a rien à cadrer? Est-ce que l'appareil des Golgi ne se referme pas et fait de vésicule? Vous avez plein de questions à vous poser lors d'une consultation. C'est ce qui fait la différence entre nous et un égocentrique, simple mortel égocentrique d'une école quelconque. On voit aussi l'importance, je vous donne quelques exemples pour que vous voyez l'application de cette théorie en la vie réelle, et sont les cils de voie aérienne. Donc, du coup, de lors que on appelle ça un escalateur mucociliaire. Et dès lors que cet escalateur mucociliaire, les cils ne battent pas, ne font pas ce balayage, on tombe malade. Parce qu'on a laissé passer de pathogènes dans nos voies pulmonaires. Pourquoi? Ils sont arrêtés de faire ce balayage parce qu'ils sont perdus. L'organisme a pris froid.
Donc, quand on dit « ne sors pas, que je vais mouiller, ne sors pas, tu prendras froid, tu vas t'enrhumer », c'est carrément vrai parce qu'une descente de température fait que le battement de ces cils de voie aérienne soit moins efficace, qui perd un petit peu ses capacités de balayage et du coup, oui, le virus qui passe et on l'attrape facilement. Car aussi les cellules caliciformes, et vous devez connaître, vous connaîtrez aussi les cellules caliciformes au niveau de l'appareil digestif. Celles-ci sont des cellules de gobelet ou caliciformes, peu importe, sont productrices de mucus. D'accord? Donc, vont sécréter cette mucus épais qui vont piéger aussi les particules aspirées. Et donc, les cils qui battent, ils vont balayer à condition que la température ne descende pas trop, les cheveux ne sont pas mouillés, etc. Hein. Après, il y a des malades chroniques qui ont une température très, très basse, 35,9, des choses ridicules. Donc, évidemment, ils vont être sujets aussi à être enrhumés et à prendre tout ce qui tourne autour parce qu'ils ne sont pas de balayage. Et parce que les cellules caliciformes, donc dès lors que je vous dis dans les cours postérieurs, cellules caliciformes, évidemment, vous saurez me dire quoi elle fait, ces cellules caliciformes. Car elle fait justement la sécrétion de mucus. Elle assure la sécrétion de mucus. Attention, trop de mucus est aussi néfaste. Quand on fait, nos consultants vont nous dire « j'ai des mucus dans les selles ». Parfois, c'est bon signe et parfois, c'est très mauvais signe, car souvent, les mucus intestinales est lié à une inflammation digestive. Ou parfois, le corps a essayé de quoi? De piéger les particules, de piéger le pathogène. Et dans ces mucus, ils ont plein de pathobiontes, de mauvaises bactéries à éliminer, par exemple. À voir avec votre consultant. Et parfois, les mucus vont être aussi remplis du sang. Bon, envoyez, référé. Et un autre exemple, puis c'est fini. Deux autres exemples, je pense que je vous ai mis. L'anneau contractile qui est composé d'actine, cette protéine, voilà, qui est une protéine contractile qui fait comme ça, et qui va souvent être présente lors d'une mitose. La mitose, c'est la reproduction cellulaire. Donc, du coup, cet anneau contractile composé d'actine va aider à faire ça et diviser une cellule en deux. Et pour finir avec les microvillosités intestinales, souvent de l'intestin grêle, donc on a aussi, pas cilia, mais le microvillosité qui vont faire quoi? De balayage, c'est-à-dire que là, chez surface d'échange. Et j'ai une plus grande capacité d'assimilation, d'absorption des par ces microvillosités. Si j'avais que ça, je peux assimiler que là et là. Tandis que si j'ai des microvillosités, je peux assimiler là. Je peux faire le contour de maman comme des microvillosités. Et tout ça, c'est surface d'échange. Là. C'est pas que maman comme ça, rigide comme ça. Non, j'ai beaucoup de villosités qui augmentent justement cette surface d'échange. Avec ces balayages. Et dès qu'il y a une contamination et des métaux lourds, ce balayage ne se fait plus. Voilà. Ou ils sont, je ne sais pas si c'est fait plus, mais il s'est fait, il perd la notion que c'est nocif, et du coup, il laisse rentrer tous les métaux lourds qui vont nous intoxiquer. Donc, voilà, on va dire qu'on perd la polarité de ces microvillosités. Et du coup, cette polarité qui assure l'excrétion dans les tubes digestifs, du coup, on assure l'élimination dans le sang, autrement. Donc, vous voyez pourquoi la phase numéro 1 de détoxification, il s'agit des intestins, pas du foie. Voilà, et puis je vous ai dit pour que vous ayez sur votre PDF des choses en résumé. Et vous n'oubliez pas, vous avez aussi les questionnaires, je veux vous l'ajouter. Vous l'avez écrit dans la formation, mais je vous rappelais que c'est aussi, je vous rappelais dans le PDF de le faire, car il y a aussi des notions théoriques, pratico-pratiques, de logique que vous deviez me répondre, car je veux 2 individus logiques dans mon académie.
Je ne vous donne rien qui soit réponse vraie, blanc et noir, car ça, vous ne verrez jamais au cabinet. Là, maintenant, je vous demande de réfléchir, de commencer à habituer vos neurones à faire synapse, car c'est la pratique qui habitue. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse me les adresser. Et sinon, c'est dit à mardi prochain, comme vous voulez. Je vous ai fatigué, vous n'avez plus de neurones, c'est ça? J'adore faire ça. Ah, des nouveaux messages qui arrivent. Ah non, je n'avais pas lu. Ok. Pas de questions. Bonsoir. D'autres qui se reconnaissent parce qu'ils ont été perdus. C'est rien, oui, je fais la suite. Oui, 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 je peux oublier. Ok, Valérie, je ne sais pas quelle Valérie. Il y en a plusieurs. Bon, n'importe quelle Valérie, je suis contente. Si, oh, souvent pas le... Super. Donc, oui, les questions de cours par mail, tout ce qui est organisation, je fais suite à vos contrats et à tout ça et demande pour l'emploi. Je promets, d'ailleurs, je fais tout de suite avant d'enregistrer. Ouais, super pour le QCM. Ouais, je mets comme ça, vous vous auto-évaluez. Et vous voyez, ouais, si vous n'avez pas compris, revoir le cours et comme ça, vous savez plus ou moins où vous êtes. Et on s'est dit donc à mardi prochain que je vais faire la communication, la bicouche phospholipidique, communication cellulaire pour que vous compreniez tout le reste de la formation. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.